autre dans la vie quotidienne des services en pleine phase d'élaboration du schéma de directeur de sûreté est extrêmement étonnant. En second lieu, vous déclariez devant nous le 22 octobre dernier, je vous cite, « Je n'ai pas arbitré en faveur d'une priorité plus d'aucune autre, j'ai fait de la sécurité une urgence absolue. » L'IGAC et la MISA, dans l'enquête administrative, ainsi que la Cour des comptes dans son rapport thématique, aboutissent malheureusement à la conclusion inverse. Évoquant une dilution des responsabilités, une dérive doctrinale profonde et une inversion des priorités, ils estiment que le Louvre n'est pas doté d'une culture de la sûreté. Cette lacune résulte selon eux d'une double sous-estimation, celle du risque de vol d'œuvre, illustrée dans votre cartographie des risques, et celle de la vulnérabilité de l'établissement, malgré la multiplication des cambriolages touchant à la fois les musées dans différents lieux de France et les alentours du Louvre. Cette mauvaise évaluation de la situation vous a notamment conduite à ne jamais solliciter l'intervention de la MISA, tandis que la fonction de sûreté n'avait pas été identifiée dans l'organigramme de l'établissement et que la formation des agents de surveillance était, comme le note l'enquête administrative, insuffisante. Ces travaux soulignent également que la préparation du schéma de directeur ne vous dispensait pas de mettre en œuvre les mesures d'urgence, la protection de la fenêtre de la galerie d'Apollon par une grille ou plus simplement encore l'actualisation des fiches de procédure des agents. Ces constats concordants, portés par plusieurs organismes d'inspection, ont-ils fait évoluer votre analyse de la situation? Enfin, et ce sera mon troisième et dernier point, Monsieur Le Guédard, qui est demeuré à son poste de directeur du patrimoine architectural au début de votre mandat, je crois jusqu'en janvier 2023, nous a indiqué hier que l'avant-projet définitif de ce schéma directeur avait été arrêté de manière définitive à la fin du mois de janvier 2023, à temps pour permettre son application lors des Jeux Olympiques. Quelles sont donc les raisons précises qui ont justifié par la suite le report de sa mise en œuvre? Le rapport annuellement rendu par le Louvre sur la mise en œuvre de son contrat d'objectifs et de performance attribué en 2024, ces décalages à de multiples raisons. Je cite la complexité du projet, des raisons budgétaires, la charge du travail des équipes, soit un empilement de motifs qui, à ce stade, restent imprécis et qui n'ont convaincu ni la Cour des comptes, ni l'IGAC et la MISA dans l'enquête administrative. Madame la Présidente, vos déclarations ont évolué sur le schéma de directeur depuis le 1er octobre et cette évolution a semé un certain trouble. Il est temps, je crois, que vous nous expliquiez clairement l'existence des retards et les raisons de ces retards. Madame la Présidente directrice, je vais à présent vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes et ensuite les membres, bien sûr, de la Commission qui le souhaitent pourront vous interroger et Madame la rapporteure Sabine Drexler commencera par une première série de questions. Madame Descartes, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mesdames... Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous avez souhaité m'auditionner à nouveau après avoir pris connaissance des conclusions de l'enquête administrative rendue le 5 novembre dernier par l'Inspection générale des affaires culturelles. Je répondrai bien volontiers à toutes vos questions, comme j'ai toujours fait. En préambule de nos échanges, je souhaite vous présenter les enseignements qui ont déjà été tirés du vol du 19 octobre 2025. J'ai la profonde conviction que le Louvre ne doit pas être jugé à l'aune de la crise qu'il traverse, mais bien à la façon dont il va tirer toutes les leçons des récents événements pour se transformer et se renforcer. C'est la raison pour laquelle je voudrais également partager avec vous la vision d'avenir que je défends pour le musée, puisque le Louvre de demain s'écrit dès aujourd'hui. Le vol du 19 octobre a cruellement mis en lumière nos fragilités en matière de sûreté. Permettez-moi de revenir en premier lieu sur les mesures que nous avons déployées depuis le vol et qui se poursuivront évidemment dans les mois à venir. Dans les jours qui ont suivi le 19 octobre, nous avons agi rapidement et concrètement pour renforcer la protection du musée et ses abords en concertation avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur. Certaines de ces mesures d'urgence sont déjà effectives, d'autres le seront dans les tout prochains jours. L'installation des dispositifs de mise à distance s'est terminée cette semaine. Ils sont visibles quai François Mitterrand. Je remercie la ville de Paris et la préfecture de police pour leur accompagnement. Un poste avancé mobile de la police nationale sera opérationnel dès vendredi sur le rond-point du Carrousel. Il assurera plusieurs fois par an une présence attendue des forces de police sur le domaine du Louvre. Je remercie le préfet de police Patrice Faure pour son écoute attentive.
Le lot 1 du schéma directeur des équipements de sûreté a été signé et notifié hier, ainsi que je m'y étais engagé. C'est dans ce cadre que nous allons accélérer le déploiement de 100 caméras périmétriques supplémentaires. Elles seront implantées au cours de l'année 2026 et assureront une protection renforcée des abords du musée. Nous poursuivons le remplacement complet de toutes les grilles classées au titre des monuments historiques qui entourent le Palais du Louvre. Il s'agit du schéma de sécurisation du domaine lancé après l'épisode des Gilets jaunes. J'avais eu l'occasion d'évoquer ce sujet fondamental lors de mon audition du 22 octobre dernier devant vous. Nous terminons enfin le recrutement du coordonnateur sûreté rattaché à la présidence du Louvre. Ce coordonnateur nous permettra de faire face à l'évolution rapide des menaces, aussi bien physiques que virtuelles, qui pèsent sur notre établissement. Il aura pour mission de renforcer notre architecture de sûreté afin de toujours mieux protéger les collections nationales, les agents du Louvre et les 9 millions de visiteurs que nous recevons chaque année. Ce coordonnateur sera aussi et surtout le garant d'une véritable culture de la sûreté au sein de l'établissement. Le vol du 19 octobre a aussi révélé ce que j'avais commencé à identifier dès 2022, une fragilité de nos chaînes de transmission, tout particulièrement dans le suivi des dossiers les plus sensibles. Le Louvre est le lieu du temps long. Il est fondamental de s'appuyer sur le travail mené par les précédentes équipes pour porter un regard parfaitement informé sur le bâtiment et les collections qu'il abrite. Le départ de certains de nos collaborateurs entraîne une perte de mémoire parfois irrémédiable pour l'établissement. Beaucoup a été fait depuis 2023 sous l'impulsion de Marie Lacambre, ici présente, qui pourra vous en dire plus. Il faut continuer en ce sens et aller plus vite et plus fort. Par la mise en place de processus cohérents, unifiés et exhaustifs de partage des informations, par le respect le plus strict des procédures de transmission, par une conscience aiguë des enjeux de confidentialité au sein du musée. C'est pourquoi un audit interne sera lancé dès le mois de janvier. Il aura pour mission de tracer les chaînes de transmission d'informations et fera toute la lumière sur nos faiblesses afin d'y apporter des solutions efficaces et pérennes. J'aurai bien sûr l'occasion de répondre précisément à vos questions sur les dysfonctionnements pointés par le rapport de l'IGAC et notre part de responsabilité. Mais permettez-moi d'abord de partager la vision qui guide notre action, car c'est elle qui donne sens aux mesures que nous déployons. Les mesures d'urgence que je viens de décrire sont indispensables, mais elles ne suffiront pas. Le vol du 19 octobre n'est pas un accident isolé. Il révèle des fragilités structurelles que seul un projet d'ensemble peut traiter durablement si nous voulons dépasser cette crise, poursuivre la transformation du Louvre et le faire entrer véritablement dans le XXIe siècle. Nous devons être à la hauteur de l'enjeu. Le Louvre est un lieu sans pareil, dont le rayonnement, la puissance et l'envergure sont uniques au monde. 2300 agents le servent chaque jour avec fierté et passion, et je veux les saluer devant vous. Pour nos concitoyens, il est un témoin de l'histoire de notre pays et incarne notre idéal républicain. Pour tous ceux qui le visitent, il est un symbole de la France, un lieu de découverte où dialoguent 9000 ans d'histoire. Au cours de ces dernières semaines, l'attachement de nos publics ainsi que des partenaires et amis du Louvre en France et dans le monde ne s'est pas démenti. Nous comptions d'accueillir des milliers de visiteurs chaque jour sans baisse de fréquentation. Nous présentons actuellement 2 magnifiques expositions. Nous continuons de recevoir des messages de solidarité et d'amitié du monde entier. Ce puissant soutien renforce le sens de notre mission quotidienne. Pour que le Louvre demeure ce formidable lieu d'apprentissage et de plaisir que nous chérissons tant et que le monde nous envie, il nous faut apporter 2 solutions puissantes aux défis qui s'imposent à lui. Pas de demi-mesure ou de rustine. Notre musée a un besoin profond d'évolution. Ces défis sont parfaitement identifiés. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de les partager auprès de la représentation nationale. Nous devons faire face à l'obsolescence des infrastructures techniques de l'établissement, à la fragilité toujours croissante du Louvre, à la fois palais et musée, au déséquilibre des flux de public avec une fréquentation massive de certaines de ces salles, tandis que d'autres sont presque vides alors qu'elles abritent d'innombrables chefs-d'œuvre, à des conditions de travail de plus en plus difficiles pour nos agents. Tous ces sujets sont indissociables, tous revêtent la même importance. Ils sont au cœur du projet Louvre Nouvelle Renaissance annoncé par le président de la République le 28 janvier dernier. C'est pourquoi ce projet inclut, je le rappelle, 5 schémas directeurs dont la mise en œuvre est absolument nécessaire. Le schéma directeur des équipements de sûreté, notifié lundi dernier, sur lequel je pourrais revenir évidemment si vous le souhaitez, le schéma directeur des équipements électriques, le schéma directeur de sécurité incendie, le schéma directeur des circulations mécanisées, le schéma directeur du génie climatique et la rénovation des réseaux hydrauliques et des ventilos-convecteurs. Louvre Nouvelle Renaissance est à la hauteur de l'immensité et de la complexité de ce lieu qui accompagne l'histoire de France depuis 9 siècles, expose plus de 30 000 œuvres et s'inscrit dans un domaine de 37 hectares.
Ce projet est ambitieux, à la hauteur de ce qu'est le Louvre et des défis qu'il affronte. Il est adossé à des financements calibrés et des ressources identifiées. C'est un projet réaliste, nécessaire et responsable. Je suis déterminé à le défendre. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les convictions qui sont les miennes et que je souhaitais rappeler en préambule de notre échange. Je vous remercie pour votre attention et me tiens bien sûr à présent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, Madame la Présidente. Alors, on va revenir un peu sur le rapport. Et avant de donner la parole à notre rapporteur, moi, je voulais vous poser une question sur le schéma directeur de la sûreté, évidemment. Parce qu'on a du mal, au fil des auditions, au fil des échanges avec les uns et les autres, à remonter le fil de l'histoire du schéma directeur et de comprendre pourquoi un schéma directeur lancé en 2017 n'arrivera dans une phase opérationnelle de mise en œuvre qu'en 2026. Lorsqu'on vous a interrogé, quelques jours après le cambriolage, vous nous avez déclaré, je cite, « J'ai accéléré l'élaboration d'un schéma directeur ». Vous avez précisé qu'il n'y a pas de retard dans la mise en œuvre du schéma directeur. Vous avez ajouté que quand vous êtes arrivé, ce schéma directeur était à l'état de réflexion et qu'il y avait une réflexion, mais que vous avez souhaité prendre à bras-le-corps ce sujet. Bon, alors, je ne vais pas revenir sur ce que nous a expliqué M. Martinez et son équipe jusqu'en septembre 2021. Je crois que c'est à peu près clair. En revanche, vous interrogez sur après 2021. Nous avons compris qu'un avant-projet vous avez été présenté a été soumis au vote du conseil d'administration en octobre 2021, c'est-à-dire quelques semaines avant votre arrivée, qu'un avant-projet détaillé, cette fois-ci, a été soumis à votre décision au printemps 2022, que vous avez demandé, c'est là aussi où vos interprétations ont évolué dans le temps, ou plus exactement, ce qui nous a été dit hier ne correspond pas à ce que vous nous avez dit il y a quelques semaines. Vous avez dit à l'époque que vous avez amendé ce projet parce qu'il vous paraissait insuffisant sur 3 points, la question de l'hypervision, la question de la surveillance périmétrique et la question de la cybersécurité. On va laisser de côté la question de la cybersécurité parce qu'elle n'est pas en lien direct avec le cambriolage. Monsieur Martinez et son équipe ont clairement précisé que pour ce qui est de l'hypervision, et à travers l'hypervision, la rénovation du poste central, c'était au cœur du schéma directeur dès 2018, dès les premières élaborations du schéma directeur, et dans l'APS comme dans l'APD qui vous ont été présentés, il y avait très clairement à la fois l'hypervision et la protection périmétrique. Vous nous préciserez ce point. En revanche, ils nous ont précisé qu'à votre demande avaient été étudiées 2 choses à partir donc du printemps 2022, le fait d'envisager une autre localisation du PC central. Dans l'APD version 2022, il était prévu dans le pavillon de Flore. Vous avez souhaité, je vous expliquerai peut-être les raisons, mais enfin vous avez souhaité une autre localisation. Et par ailleurs, et ça ne nous avait jamais été dit, vous avez demandé aussi qu'il y ait une contre-expertise financière du coût des mesures telles qu'elles ressortaient dans l'avant-projet détaillé et qui était de 56 ou 57 millions, je le dis de mémoire. Ce travail a été fait et a donné lieu à un avant-projet détaillé définitif qui a été approuvé et soumis au vote, sans doute du conseil d'administration, le 31 janvier 2023. 31 janvier 2023, les procédures d'appel d'offres a été lancées fin 2024, en décembre 2024. Il s'est donc écoulé pratiquement 2 années entre l'approbation de l'APD définitif et le lancement des appels d'offres. Le rapport annuel de performance du Louvre, donc, qui est rédigé par vos équipes et qui est envoyé à la tutelle, précise bien pour l'année 2024, et c'est retranscrit aussi dans l'enquête administrative, qu'il y a eu retard et que le démarrage des travaux se fera plus tardivement. On pourra revenir sur les dates si vous le souhaitez, et met en avant 3 raisons: la complexité administrative, la charge de travail des équipes et le coût budgétaire.
Nous arrivons donc fin 2024, l'appel d'offres est lancé, il n'a été attribué, vous confirmerez sur ce point d'ailleurs parce que je ne suis pas sûr s'il est officiellement attribué ou pas attribué, mais il aura fallu une année pour l'attribuer, alors même qu'il était prévu que la notification des marchés se fasse dans un temps plus court, là aussi dans le rapport annuel de performance. Bref, on arrive à y voir à peu près clair après plusieurs auditions sur ce schéma directeur, mais il apparaît clairement qu'il y a eu des retards. Je précise que si le schéma directeur était rentré dans une phase opérationnelle, notamment la pose des caméras périmétriques aurait permis d'empêcher ou de retarder, on va être prudent, le cambriolage du 19 octobre. Il y a bien eu retard, et il y a eu retard pour diverses raisons, mais notamment pour des raisons budgétaires. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différents points ? Alors, Monsieur le Président, on reprend effectivement cette question du schéma directeur et peut-être au moment effectivement où je prends la décision, conseillée bien sûr par mon équipe et par le comité de sûreté du musée, je ne suis pas seul à prendre ce type de décision, de regarder le périmètre de ce schéma directeur pour voir s'il est effectivement complet. Vous évacuez la question de la cybersécurité, c'est une question absolument capitale qui est effectivement ajoutée à ce schéma directeur. Nous le renforçons aussi en matière de nombre de caméras périmétriques et aussi de couverture vidéo dans les espaces muséographiques. C'est un schéma qui est voilà, plus important que prévu et surtout, nous l'étendons aussi, question qui n'a pas été évoquée, à d'autres entités qui sont dans le domaine du Louvre, notamment le Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui rentre dans ce périmètre. Donc c'est effectivement un moment où nous augmentons en quelque sorte la voilure de ce schéma directeur pour qu'il soit le plus complet possible, le plus solide possible pour l'établissement, puisque nous faisons de cet enjeu une priorité et quelque chose qui est absolument fondamental pour la transformation et la modernisation évidemment du musée. Donc ça c'est un moment évidemment très important. Et il y a effectivement cette demande de réévaluation financière du schéma directeur qui, dans l'état précédent, était évalué à peu près à 50 millions d'euros. Donc les études sont faites et c'est donc un schéma évalué, et c'est le chiffre qui est aujourd'hui en train d'être déployé et qui a été programmé de façon pluriannuelle dans les budgets qui vont se déployer dans les années qui viennent au Louvre, un chiffre de 80 millions. Et c'est bien ce projet complété, augmenté, qui est finalement validé. Donc un projet de très grande ampleur qui se leste d'un certain nombre d'éléments importants. Alors sur la localisation du PC, du poste de commandement, comme vous le savez sans doute depuis le lancement de cette réflexion sur le schéma directeur, il y a eu 5 localisations différentes qui ont été envisagées au sein du Louvre. Et il y avait effectivement une proposition au sein du pavillon de Flore qui était très liée, ça a été d'ailleurs, je crois, rappelé hier, à la question des Jeux Olympiques et à la capacité à pouvoir se placer à une extrémité du palais et qui couvre aussi le domaine des Tuileries. Là encore, j'ai écouté les débats internes à la commission de sécurité du Louvre, où il y avait voilà, des débats, des échanges sur la pertinence de ce lieu assez excentré, puisque nous sommes, vous le savez, au bout du palais, et le souhait voilà, de plusieurs membres de ce comité de sûreté de placer ce poste de commandement beaucoup plus au centre du palais et en liaison directe avec la direction de l'accueil et de la surveillance, ainsi que de la direction générale et de la présidence du Louvre. C'est cette localisation, donc je ne préciserai pas, vous me permettrez de rester un tout petit peu flou, qui a été finalement retenue pour vraiment, là encore, des questions d'efficacité et de rapprochement des directions autour de cette question précisément de la sûreté. Donc ça, c'est vraiment le fond de cette
révision que j'assume. J'assume parfaitement d'avoir posé des questions, d'avoir challengé certains choix et d'avoir poussé plus loin ce qui était déjà effectivement avancé dans les études, parce que c'est une responsabilité immense que vous prenez lorsque vous développez le schéma directeur de sûreté d'un musée comme le Louvre, avec, on le sait, des investissements de dizaines de millions qui vont créer une architecture qui devra tenir dans le temps aussi et qui doit être en capacité d'évoluer. Donc c'est une énorme décision et qu'il fallait évidemment discuter et compléter et renforcer. En aucun cas, je n'ai arrêté quoi que ce soit. Soyons très clairs, c'est un mouvement continu qui a d'ailleurs été, je pense, souligné hier, de réflexion, de perfectionnement en quelque sorte et de complétude de ce schéma directeur qui tout simplement est le jeu de l'écoute des professionnels qui nous entourent et aussi bien sûr des bureaux d'études qui accompagnaient notre réflexion. Alors ensuite sur les étapes budgétaires précises, je peux peut-être passer la parole à notre administrateur général adjoint ou à Marie Lacambe qui est notre directrice administrative et financière voilà, pour vous redonner le calendrier très précis de développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, je vais vous donner effectivement des éléments précis. Je tiens tout d'abord à souligner que vous avez auditionné hier Denis Fousse et Laurent Le Guédard et que nous avons travaillé en étroite collaboration avec ces deux personnes. Cela s'est passé de manière extrêmement fluide puisque nous sommes repartis de l'état du projet tel qu'il était. Nous l'avons interrogé. Nous avons constaté qu'il était bien mené, nous avons soulevé certaines questions, mais il n'a jamais été question de remettre en cause les fondements de ce projet et l'architecture globale n'a pas du tout changé. Je me permettrai de rajouter un petit point sur le pavillon de Flore. Pourquoi nous avons choisi de ne pas maintenir le PCC au niveau du pavillon de Flore, c'est que ce bâtiment est en fait isolé au sein du palais. C'est qu'il ne communique pas directement avec le reste. Donc la sortie se fait sur la chaussée. Et il nous semblait embêtant que ce PCC soit ainsi isolé du reste du palais et à plusieurs centaines de mètres de la direction générale. Donc c'était vraiment un des éléments majeurs qui nous a fait réfléchir à cette localisation et de le ramener à un endroit plus central. Maintenant sur les conditions d'avancement du projet. Je précise aussi que nous appliquons le code de la commande publique. Ni plus ni moins, mais sur ce dossier-là, évidemment, nous l'avons impliqué de manière extrêmement scrupuleuse parce que ce sont des sujets très sensibles et il n'est pas question pour nous d'avoir le moindre contentieux sur cette question-là. Et cela impose, en particulier sur des sujets de sûreté, de prendre du temps pour tous les marchés et de prendre du temps particulier en séparant une phase candidature et une phase offre. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous passez, c'est comme quand on passe des devis voilà, pour une commande, en fait, on sélectionne d'abord un certain nombre d'entreprises qui sont capables et ensuite on restreint le choix et on en sélectionne une dernière qui va faire le projet. C'est exactement cela qui s'est passé et ces procédures prennent du temps. Par exemple, pour sélectionner le maître d'œuvre, donc c'était avant l'arrivée de Laurence Descartes, il a fallu 14 mois. Voilà. Et nous, pour passer le marché, il a fallu... Non, mais il a fallu un an. Voilà. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, laisse finir, monsieur Steinbock. Si on prend maintenant le calendrier, effectivement, les études détaillées, donc ce qu'on appelle l'APD, a été validée en février 2023. Nous l'avons validée en février 2023 en interne. Je précise à ce sujet d'ailleurs que quelques mois après, nous avons écrit à la tutelle pour l'informer. Un courrier a été envoyé à la tutelle pour l'informer de l'avancement du projet. Et c'est aussi à ce moment-là que nous avons aussi souhaité avoir une contre-expertise financière. Ensuite, une fois qu'on est à l'APD, en fait, on n'est pas du tout en phase opérationnelle. On en est même loin sur le plan d'un déroulement d'un projet, puisqu'il faut faire ce qu'on appelle la phase projet, qui en fait consiste à avoir, c'est une phase où on rédige toutes les pièces techniques. Et les pièces techniques dans ce marché, c'est des centaines de pages, parce que ça concerne tout le palais, tout le domaine. Donc c'est un travail absolument gigantesque qui a été fait.
Et le bureau d'études techniques, notre prestataire, nous a rendu une première version en juillet et août, c'est en 2 phases, en juillet et août 2023. Donc on a une première phase de ce qu'on appelle le projet, en juillet et août. Nous n'étions pas satisfaits de ces documents parce que il y avait la qualité documentaire sur certains points insuffisante, le planning était à revoir. Nous avons donc demandé une deuxième version. Cette deuxième version nous a été donnée à l'automne et nous l'avons validée le 22 décembre 2023. Donc ça, c'était la phase projet. Donc là, nous avions les documents techniques. Une fois qu'on a les 2 documents techniques, il y a tout ce qui est la phase administrative de rédaction des pièces de marché. Et cette rédaction des pièces de marché a eu lieu sur l'année 2024, au même moment où avait lieu le débat budgétaire avec le ministère, puisque effectivement, nous n'avions pas encore eu notification des crédits qui permettaient de financer les schémas directeurs. Donc c'est cette année 2024 qui a été effectivement cruciale. Et nous avons écrit à la tutelle le 18 décembre 2024 à nouveau pour l'informer de l'état d'avancement du projet. Et le 20 décembre 2024, nous avons lancé les marchés permettant de l'attribuer, comme la présidente vient de l'expliquer hier, sur le lot numéro 1. Donc, c'est un projet complexe. C'est un projet qui s'est fait dans le pur respect des procédures administratives, mais l'ampleur des documents, l'ampleur de la matière impose aussi de laisser du temps aux prestataires. Nous n'avons pas traîné sur nos phases de validation, mais simplement, il faut du temps pour rédiger toutes ces pièces et avancer dans le projet. Monsieur Steenbocke, j'entends ce que vous dites, mais ça ne correspond pas à ce que vous écrivez à la tutelle. Je lis le rapport annuel de performance 2023, qui précise bien, fin 2023, documents de consultation pour l'appel d'offres et le cahier des charges techniques ont été finalisés, ce que vous venez de nous dire. Et je cite le reste du rapport annuel qui vient de vous, du Louvre. Ce n'est pas le ministère qui l'écrit, c'est les services du... L'appel d'offres interviendra début février 2024. Il n'y a pas eu de modification des règles des marchés publics à ce moment-là. Vous connaissiez les règles des marchés publics. Interviendra début février 2024, conduisant à une notification des marchés de travaux au mois de novembre 2024. L'appel d'offres a été de fait lancé, comme vous venez de le rappeler, en décembre 2024, 10 mois plus tard, et il aura été notifié en décembre 2025, c'est-à-dire 1 an plus tard. De performance de l'année suivante, de 2024, vous constatez qu'il y a retard. Je ne sais pas pourquoi vous ne reprenez pas ce mot de retard aujourd'hui, alors qu'il est écrit noir sur blanc sur les documents qui viennent de chez vous. Vous constatez qu'il y a retard, vous expliquez les raisons, j'y reviens pas, enfin on y reviendra notamment sur l'aspect budgétaire, et vous précisez que la publication de l'appel à candidature a eu lieu le 20 décembre 2024, vous venez de nous le redire, absolument. L'objectif... Il est bizarre ce micro là. Hein. L'objectif est de choisir des candidats pour la fin février 2025 et ainsi de lancer la publication des marchés de travaux début mars 2025. Vous répétez à 2 reprises à votre tutelle qu'entre le lancement des travaux et l'attribution, il faudra environ 3 mois. Vous l'avez dit en 2024, dans le rapport d'exécution de 2024 et celui de 2023. De fait, il aura fallu quasiment 1 année. Et vous continuez de nous dire qu'il n'y a pas retard. Pourriez-vous nous dire clairement, est-ce qu'il y a retard ou il n'y a pas retard? C'est la question qu'on se pose et que tout le monde se pose. Oui, attends. Vous l'avez? Voilà, oui, c'est bon, maintenant ça marche. En fait, il y a eu effectivement, il y a eu retard, puisqu'en fait, Monsieur le Président, tout à fait, il y a eu un retard au sens où les procédures ont été lancées plus tardivement que prévu, mais ce n'est pas un retard au sens où il y aurait eu une volonté de retarder le projet, parce que ce qui était soulevé au début, c'était que le musée avait choisi de financer d'autres projets. Or, ce n'est pas le cas. Simplement, effectivement... Monsieur Steenbocke, allez-y. Steenbocke, pardon. Mais voilà, il n'y avait...
Après. Allez-y, M. Steinberg. Voilà, il n'y a pas eu de retard au sens où on bloque un projet au motif d'utiliser les crédits pour faire autre chose. Par contre, effectivement, Monsieur le Président, je conçois tout à fait qu'au regard de ce qui était écrit au titre du contrat d'objectifs et de performance, nous n'avons pas tenu les délais. C'est une constatation. Je ne peux évidemment pas vous dire autre chose. Mais, mais la notion de retard, en fait, pour nous, pour Laurence Descartes, quand à chaque fois qu'on a parlé de cette question, c'était avons-nous sciemment et volontairement souhaité faire autre chose ? Ce n'était pas le cas. Mais la complexité du projet, le fait que nous n'avions pas les crédits à ce stade-là, alors que nous avions déjà écrit au ministère à cet effet, posait une question. Parce que nous savions que nous étions sur un montant de 80 millions, avec un échelonnement sur plusieurs années, et que nous ne pouvions pas nous lancer dans une procédure de lancement de marché sans avoir la certitude que nous pourrions les financer. C'était vraiment là le cœur vraiment du débat. Alors, dernière question pour ma part, avant que Sabine Drexler ne pose les siennes. Est-ce que vous pouvez nous dire si le fait d'avoir un projet global, Louvre Renaissance, qui est, comme vous l'avez expliqué, Madame la Présidente, à plusieurs reprises, est un projet global de rénovation et que vous étiez, j'imagine, en train de négocier avec la tutelle, est-ce que le fait d'avoir cette négociation sur Louvre Renaissance a entraîné les retards et notamment les discussions budgétaires sur le schéma de directeur de sûreté? Non, absolument pas. C'est absolument des sujets totalement séparés. Non, les schémas directeurs se déploient, se continuent. Nous constatons ce retard dans l'instruction, si vous voulez, administrative du marché, mais pas sur la conception. C'est ça qu'on essaye de... Moi, je parle de la réalisation. Oui, non, mais bien sûr, mais la réalisation, elle commence et on peut tous s'en réjouir parce que c'est un projet de très longue haleine que d'un certain point de vue, plusieurs présidents directeurs du Louvre ont souhaité. La question d'un schéma directeur de sûreté existe déjà du temps d'Henri Loirette, ne peut pas aboutir pour des raisons d'ailleurs budgétaires. Non, c'est vrai, ne peut pas aboutir pour des raisons budgétaires. Jean-Luc Martinez reprend cette instruction, je la reprends à mon tour avec les amendements que j'assume totalement, qui pour autant ne retarde pas la question, parce qu'on va très vite sur ces arbitrages en 2022 et 2023. Après, oui, Francis Steinbock vient de vous résumer la situation qui est celle de passation de marché extrêmement lourd, complexe, dans un contexte budgétaire qui était compliqué, puisque la tutelle à ce moment-là n'a pas encore arbitré en faveur de schémas directeurs importants pour la rénovation et le soutien et la modernisation du Louvre. Pardon, mais alors là, je ne comprends plus, parce que la tutelle a arbitré sur le schéma directeur de sûreté, c'est dans le contrat d'objectifs et de moyens. Ce n'est pas un contrat d'objectifs et de moyens, Monsieur le Président, c'est un contrat d'objectifs et de performance. Il n'y a aucun engagement de la tutelle sur une question de financement. Donc vous avancez, vous lancez les procédures sans avoir d'engagement financier de la part de la tutelle. En fait, nous savions que nous pourrions lancer d'ailleurs ce schéma directeur d'équipement de sûreté et le schéma directeur des équipements électriques qui était l'autre priorité absolue du musée. Nous avions deux schémas directeurs qui étaient absolument prioritaires. Nous savions et nous avions échangé tout au long de l'année 2024 lors de comités de pilotage, donc le sujet était parfaitement connu de la tutelle, que nous avions besoin de financement. Et le contrat de performance ne fait que tracer de manière prévisionnelle ce vers quoi nous allons aller. Mais à aucun moment, la tutelle n'indique en face de tel investissement, je mettrai telle subvention. Sabine Drexler. Alors merci Madame la Présidente Directrice, Monsieur Steinbock pour vos premières réponses. Je souhaiterais moi aussi vous poser quelques questions complémentaires, avoir des précisions supplémentaires, notamment sur le fait que la ministre nous a annoncé la semaine dernière en séance publique qu'elle confiait à Philippe Jost, qui a relevé le défi de la reconstruction et de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la mission de réorganiser en profondeur le musée du Louvre. Monsieur Jost assurera cette mission auprès de vous, Madame la Présidente Directrice, et sa tâche excédera le champ de la sûreté
et de la sécurité, puisque la ministre a déclaré que la réorganisation du Louvre est absolument indispensable et que des mesures indispensables sont à prendre bien au-delà de la sûreté et de la sécurité. Alors mes questions, avez-vous été associé à cette décision ? Quel sera le positionnement de M. Jost dans l'organigramme du Louvre? Son intervention remet-elle en cause une partie de vos prérogatives? Et de quelle nature sont enfin ces mesures dites indispensables? Une question également sur la MISA. Pourquoi n'avez-vous pas jugé utile de la faire intervenir depuis le début de votre mandat, si tel est le cas? Nous avons appris la semaine dernière que 2 audits de sûreté avaient en revanche été réalisés depuis le début de votre mandat. Le premier en 2023 sur le risque d'intrusion par voiture bélier et le second en août 2025 sur la situation générale de la sûreté de l'établissement, réalisé par le service opérationnel et de prévention situationnelle de la préfecture de police. Quelles sont les raisons qui ont motivé ces audits? Ont-ils été déclenchés à votre demande? Pourquoi faire intervenir les services de la préfecture de police plutôt que la compétence spécialisée de la MISA? Ma troisième question s'adresse à Monsieur Pham. Selon l'enquête administrative, les défaillances du musée dans la gestion de sa sûreté viendraient de l'organisation en silo de son administration, dont il résulte notamment que le service en charge des bâtiments n'a pas eu connaissance des conclusions de l'audit de 2019, l'audit Van Cleef & Arpels, conservé par le service des objets d'art. Le président en a parlé tout à l'heure. Alors il vous revenait en tant qu'administrateur général de procéder à cette coordination. Alors quel regard portez-vous sur cette situation? Comment expliquez-vous une telle absence de communication entre services qui confine un peu à l'absurde, il faut bien l'avouer, et quelles mesures correctives allez-vous mettre en place? L'enquête administrative pointe par ailleurs les carences de la gestion des archives du musée, soulignant notamment la faiblesse des effectifs qui y sont affectés. Comment expliquez-vous cette situation? Quelle est l'ampleur du retard qui a été pris en matière d'archivage et comment allez-vous y remédier? Ensuite, une question qui concerne la filière des agents d'accueil, de surveillance et de magasinage. L'enquête administrative questionne à la fois leurs conditions de travail qui sont jugées harassantes, les orientations retenues quant à leur formation qui ne portent que marginalement sur la sûreté et enfin leur doctrine d'emploi qui est tournée vers la protection des personnes plutôt que l'intervention directe au contact d'éventuels intrus. Alors comment réagissez-vous à ces constats? Comment cette doctrine d'emploi a-t-elle été forgée? A-t-il été envisagé de la faire évoluer à la suite des actions menées par les activistes pour le climat, lesquels ont donné, selon l'enquête administrative, une image désastreuse de la sûreté du musée? Quel est le profil des agents qui sont aujourd'hui recrutés? Quelle est la proportion parmi eux d'agents formés à intervenir au contact d'éventuels intrus, notamment d'anciens militaires? Et une dernière question qui porte sur les nouvelles recettes. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ces recettes qui seraient désormais affectées aux dépenses de sûreté de l'établissement? Si la règle d'affectation des 20% des recettes de billetterie aux acquisitions évolue, comme cela a été annoncé, quel sera le pourcentage de ces ressources affectées à la sûreté? Et suivez-vous également la préconisation d'y affecter une partie des produits de la licence de marque du Louvre à Abu Dhabi? Je vous remercie. Madame la Présidente. Merci Madame la sénatrice. Alors, je prends dans l'ordre vos questions. Donc, sur Monsieur Philippe Jost. Donc, bien sûr, Philippe Jost est un grand professionnel reconnu de tous, qui a accompli un travail tout à fait remarquable dans l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame. Et je me réjouis que des talents, évidemment, de ce niveau puissent accompagner le Louvre dans sa transformation. Je me permets de préciser que c'est moi qui ai approché Monsieur Philippe Jost
pour qu'ils puissent nous aider effectivement à transformer le Louvre, à l'accompagner dans cette transformation et dans les grands chantiers qui l'attendent, qui sont voilà, devant nous. Ça me paraît évidemment voilà, une perspective intéressante que des talents de cette importance puissent là encore nous accompagner. Je le dis aussi pour le coordonnateur sûreté, l'annonce est imminente. Là aussi, c'est un grand professionnel de la sécurité, de la sûreté qui est envisagé et qui sera donc placé directement, vous le savez, à mes côtés, pour précisément corriger une question fondamentale de la grande maison Louvre, qui est effectivement ce travail en silo et ce cloisonnement de la formation et cette difficulté à voir l'ensemble de la question sûreté qui concerne à minima 3 directions au plus près, et l'ensemble des agents avec des enjeux absolument importants de formation qui ont été d'ailleurs placés dans les mesures d'urgence. Sur la MISA, alors la MISA, là je renvoie aux 2 courriers qui ont été envoyés à la tutelle pour informer de l'état d'avancement du schéma directeur de sûreté, puisque les courriers en date du 17 juillet 2023 et du 18 décembre 2024 qui sont adressés conjointement au directeur général d'architecture et des patrimoines et au secrétariat général, aussi aux fonctionnaires de défense et de sécurité. Évidemment, ces courriers sont restés malheureusement sans réponse du ministère. Ils ont été fournis d'ailleurs dans le rapport de l'IGAC, mais il est bien entendu que c'est par l'administration de la Direction générale des patrimoines que la MISA peut être saisie par la Direction générale du patrimoine pour nous accompagner dans telle ou telle opération. Je le dis aussi, des 2 courriers aussi relatifs à ce schéma directeur ont également été envoyés au C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. C'est aussi un interservice qui dépend de la Direction générale des patrimoines. Donc là aussi, on est toujours dans cet environnement du ministère de la Culture qui est parfaitement informé de notre état d'avancement sur ce schéma directeur. Je confirme que c'est moi qui ai demandé les 2 audits à la préfecture de police de Paris sur des sujets très spécifiques pour lesquels la préfecture de police a une compétence évidemment particulière. Il y avait la question des dispositifs anti-voitures béliers, donc qui viennent d'ailleurs les premiers sont posés à la porte des Lions, à l'accès aussi dans le tunnel Lemonnier, l'accès des livraisons du musée du Louvre, et qui vont continuer à se déployer tout autour, évidemment, du domaine et du palais pour là aussi parachever cette sécurisation du domaine. Quant au deuxième sujet, il s'agissait de la surveillance de nuit, sujet extrêmement sensible pour lequel, là aussi, l'expertise de la préfecture de police et de services particulièrement compétents nous paraissait intéressant d'avoir un tiers, quelqu'un qui puisse, là aussi, nous conseiller sur l'amélioration des dispositifs de surveillance de nuit, l'organisation des équipes, voilà, enfin, tout ce qui fait l'enjeu de la surveillance de nuit, et d'être aussi présent dans le retour d'expérience, la présentation et dans l'accompagnement des évolutions nécessaires pour la surveillance de nuit, avec là aussi un souci de pédagogie que je tiens à saluer. Et là encore, je veux remercier nos excellentes relations avec la préfecture de police. Je crois que je passe la parole à Kim Pham. Oui, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, pour répondre à votre question sur la doctrine d'emploi des agents d'accueil et de surveillance, effectivement, ces agents relèvent du Code du patrimoine et non pas du Code de la sécurité intérieure, et donc ils n'entrent pas dans leur mission de contrer par la force des actes d'intrus à l'intérieur du musée. En revanche, il convient pour nous de les former davantage. Nous voyons à quel point
la formation sûreté qui existe dans leur parcours professionnel doit être renforcée. Et c'est une décision qui a été prise par la présidente dans la foulée du vol du 19 octobre, que d'augmenter le budget de formation, le budget total de formation du Louvre, qui est de 1 million d'euros, de l'augmenter de 20%, soit de 200 000 euros, mais avec ces 200 000 euros totalement dédiés à des formations de sûreté, soit très spécialisées comme sur la vidéosurveillance, soit plus des formations de culture de sûreté, d'approche générale de la sûreté, et ceci non seulement pour les agents d'accueil et de surveillance, mais plus généralement pour l'ensemble des agents du Louvre. Je rappelle, sur cette question de doctrine d'emploi que j'ai pu évoquer, elle est assez commune dans la plupart des États européens. On a cette même définition d'agents qui sont là pour surveiller, pour avoir le réflexe de sûreté, mais qui ne sont pas dans l'emploi de la force pour contrer les agissements d'intrus, mais dans le fait de circonvenir la situation et de recourir aux forces de police, de retarder les agissements et d'appeler les forces de police. Si cette doctrine devait évoluer, s'agissant d'une filière de fonctionnaires ministériels, cette doctrine aurait à être examinée et repensée avec le ministère et par le ministère. Sur les recettes, peut-être ? Oui, alors sur les recettes, vous avez posé la question du fléchage de certaines recettes vers la sûreté. Alors, on fonctionnera essentiellement sur la base du financement de l'ensemble des schémas directeurs, c'est-à-dire que c'est bien la tarification additionnelle pour les visiteurs non européens qui va permettre de financer massivement les investissements des schémas directeurs, dont significativement et premièrement le schéma directeur sûreté, avec un appui également des finances publiques, puisque ces schémas directeurs sont l'objet aussi d'une subvention annuelle qui est de l'ordre de 10 millions d'euros, tandis que cette tarification différenciée rapporterait dans la première année 15 millions et sans doute davantage jusqu'à 20 millions annuellement chaque année. Donc on voit qu'à l'intérieur de ces schémas directeurs, le schéma directeur sûreté qui lui fait de manière pluriannuelle un ensemble de 80 millions pourrait être couvert par ces financements. Peut-être la parole à Marie Lacambe sur la question des archives. J'ai juste précisé que la MISA dépend bien de la Direction générale des patrimoines. C'était peut-être pas très clair ce que j'ai évoqué, parce que c'est l'organisation. Concernant les archives, peut-être vous préciser que la délégation aux archives a été créée en 2011. La délégation a compté 1 à 2 agents selon les années. La mise en place du versement des archives électroniques date de 2018. Et à partir de 2020-2021, nous avons eu des versements très importants qui sont liés au déménagement de plusieurs dizaines, même plusieurs centaines de personnes, d'agents qui étaient dans les locaux de l'aile Rohan. Donc à partir de la sortie de la crise sanitaire, on s'est retrouvé avec des locaux qui étaient assez contraints et occupés. Et donc la stratégie qui a été mise en place à partir de fin 2022-2023, ça a été de rationaliser les locaux, de vérifier qu'ils étaient adaptés à la conservation des archives, d'enrichir les outils. Je vous recite les différents outils qui sont suivis comme les registres des entrées, les tableaux d'état des fonds, les registres des éliminations et les registres des recherches et des communications, qui sont en fait vraiment la brique fondamentale pour pouvoir avoir une gestion des archives adaptée. Et enfin, il y a eu le développement d'un SIA, donc d'un système d'information archivistique, qui a été réorienté là aussi et qui aujourd'hui recense les notices d'archives qui ont vocation à être mises à disposition des agents en janvier 2026 et qui permettront à chacun de savoir où sont les fonds et éventuellement d'en demander communication. On rappelle que la communication est soumise à une décision évidemment du service métier concerné. Merci madame. Je vais prendre vos questions en commençant par Marie-Pierre Monnier.
Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente directrice. Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles nous amène à nous pencher de nouveau sur le cambriolage survenu au musée du Louvre le 19 octobre dernier. Il révèle des failles structurelles graves dans la gestion de la sécurité d'un établissement qui incarne le patrimoine national. Le rapport est clair. Des dispositifs vétustes, une chute brutale des dépenses d'investissement en matière de sécurité, passé de 12 millions d'euros entre 2019 et 2022 à 3 millions seulement sur la période 2023-2026, soit une division par 4 et un défaut manifeste de tutelle de l'État. À cela s'ajoute un point particulièrement préoccupant, le renouvellement intégral des équipes à l'arrivée de la nouvelle direction, avec une perte du savoir-faire accumulé dans un moment où la continuité et l'expertise auraient dû être partagées. Enfin, le rapport met en lumière un déséquilibre profond, une culture de l'accueil du public qui a progressivement supplanté une culture de la sécurité, comme si ces deux exigences étaient incompatibles alors qu'elles devraient être indissociables. Je crois qu'il ne faut pas chercher à dédouaner le ministère de tutelle du Louvre de ses responsabilités. Pour mémoire, le ministère de la Culture siège au conseil d'administration du Louvre. Il est donc par conséquent informé de la situation en matière de sécurité. Il contribue aux arbitrages en matière de moyens alloués à la sécurité. Rappelons d'ailleurs que les 3 exercices budgétaires successifs PLF 24, 25, 26, dans ces 3 exercices, la dotation pour charge de service public du Louvre est en baisse. Je souhaitais donc vous poser les questions suivantes. Le rapport IGAC a mis en évidence la faiblesse de la relation du Louvre avec sa tutelle. Quel était l'état de vos échanges et du pilotage du ministère de la Culture? Aviez-vous des échanges vous poussant à réorienter vos choix dans votre dialogue avec le ministère? Et enfin, pouvez-vous nous préciser les modalités du tuilage avec votre prédécesseur? Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. J'ai pas bien compris les conditions de nomination de Monsieur Jost. Est-ce que c'est vous, Madame la Présidente, qui le recrutez? Ou est-ce que c'est la tutelle qui le désigne à vos côtés? Et je n'ai pas compris non plus la durée de sa mission. La ministre, lors de l'audition de la discussion budgétaire, nous a dit 3 mois. Je ne vois pas ce qu'on peut faire en 3 mois dans ce domaine-là. Il me semble que la mission devait être plus importante, donc j'aimerais avoir des éclaircissements sur ce point-là. Par ailleurs, lors du débat budgétaire qui a été extrêmement éclairant, on a bien compris que c'était au Louvre de dégager sur ses moyens propres les moyens nécessaires pour faire face à l'engagement des 80 millions qui permettent la mise à niveau. Je ne vois pas comment aujourd'hui vous pouvez poursuivre tous vos travaux sur le grand projet Louvre Renaissance quand la quasi-totalité de vos ressources propres vont être affectées à la mise à niveau urgente et rapide du plan de sécurisation. Est-ce que sur ce point, vous avez eu une décision de la tutelle vous demandant de satisfaire l'un ou l'autre objectif? Les deux en même temps me semblent complètement irréalisables. Et enfin, et j'en finirai là, j'ai posé régulièrement des questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse sur les réserves extérieures. Est-ce qu'il y a eu un audit de la MISA réalisé sur la sécurité vol et incendie de toutes les réserves extérieures? La ministre m'a dit oui, mais l'IGAC m'avait dit non. Donc il doit y avoir peut-être une réponse. Merci, Monsieur le Président. Les réponses oui-non sont toujours suspectes. Max Brisson. Merci, Monsieur le Président. J'ai, il y a un instant, relu l'ordre du jour de notre commission. Et j'ai bien vu que nous devions auditionner la présidente de l'établissement public Musée du Louvre et non tout son état-major.
Pour autant, je vous remercie, messieurs, madame, de ce cours sur la commande publique et le respect des procédures devant la Chambre des territoires et des collectivités. Cela a été certainement nécessaire. Je vous remercie également de votre analyse du temps administratif. Et en vous écoutant, j'ai pensé aux maires de mon département qui seraient tombés plusieurs fois de leur chaise en vous écoutant. Et c'est à vous maintenant, Madame la Présidente, et à vous seule, que je vais m'adresser. Lors de votre première audition par notre commission, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le sentiment commun des sénatrices et des sénateurs était la sidération. Et pour certains, ce n'était pas mon cas, j'en conviens, c'était également un sentiment de compassion à votre égard. Peu à peu, à la sidération ont succédé la stupéfaction, l'incompréhension et la colère. Et en plus, ce soir, avec vos collaborateurs, vous empilez les justifications qui ne font nullement une explication. Cette maison, votre maison, a donc connu une avalanche de rapports aux recommandations oubliées, différées, repoussées. Ainsi, dès 2015, puis en 2017, 2 rapports d'audit confidentiels sur la sécurisation du musée pointaient déjà l'ensemble des dysfonctionnements. En 2022, 2023 et 2024, 3 rapports soulignaient quant à eux le retard pris dans la mise en œuvre du schéma directeur des équipements de sécurité. Depuis 10 ans, donc, les rapports s'accumulent. Certains confidentiels, d'autres rendus publics, certains établis sous votre présidence, d'autres sous celle de votre prédécesseur. Pour autant, le constat est implacable, la galerie Apollon n'est toujours pas sécurisée et le schéma directeur des équipements de sécurité, que M. Martinez, gentleman, avait pourtant indiqué devoir être finalisé avant les Jeux Olympiques, demeure inachevé, c'est le moins qu'on puisse dire, quant à sa mise en œuvre. Vous nous avez dit que vous aviez pleinement conscience de cette vulnérabilité. Pourtant, sous votre présidence, les moyens budgétaires consacrés à la sécurité n'ont jamais été à la hauteur. Pourtant, sous votre présidence, l'organigramme officiel, révélateur des priorités d'une direction, n'a jamais placé la sécurité au cœur de l'institution. En d'autres termes, vous avez fait des choix politiques. C'était là votre droit. Quand les choix politiques entraînent des conséquences, vous devez en assumer seul l'entière responsabilité. C'est là votre devoir. Alors, Madame la Présidente, mes questions sont les suivantes. Comment avez-vous pu affirmer ne pas avoir eu connaissance des rapports remis à votre prédécesseur alors qu'ils ont pourtant été retrouvés aux archives? Pensez-vous que la représentation nationale puisse accepter une passation de pouvoir aussi désordonnée entre 2 hauts fonctionnaires de l'État? Comment avez-vous pu laisser vos équipes de sécurité sans instruction claire, sans procédure établie, sans formation adaptée, autrement dit, sans aucun cadre officiel en cas de situation de crise, de danger ou d'aléa? Dans ces conditions, comment avez-vous pu laisser le plus grand musée du monde, le plus visité, l'un des plus aimés du public, l'un de nos joyaux nationaux, dans un tel état de vulnérabilité? N'aviez-vous pas pour mission première de garantir la sécurité du Louvre et l'intégrité de ses collections? Par exemple, pouvez-vous assumer le choix de localisation du PC central de sécurité? Ne pensez-vous pas, par ailleurs, que la nomination de Philippe Josse par la ministre de la Culture est pour vous un des aveux cinglants? Finalement, Madame la Présidente, n'est-il pas temps pour vous de confirmer votre intuition première et cette fois d'imposer votre démission? Monique de Marco. Merci, Monsieur le Président. Moi, je reviens sur le rapport de l'enquête administrative que j'ai lu attentivement et j'avais remarqué donc
le problème de fonctionnement silo, la perte de mémoire sur la question de sécurité. Et hier, nous avons auditionné l'ancien président, M. Martinez, et 3 anciens directeurs. Donc ma question est comment s'est passée cette passation en 2021? Avez-vous renouvelé une grande partie, toute votre équipe de direction, d'où la perte de tuilage et la perte d'information? Ça, c'est ma première question. Je reviens sur la deuxième, sur le Louvre Nouvelle Renaissance. Nouvelle entrée, nouvelle salle, l'objectif quand même d'atteindre 12 millions de visiteurs pour un coût de 1 milliard. Donc, projet que vous dites réaliste et responsable. Donc, j'avais déjà posé la question précédemment. N'a-t-il pas été donc la priorité au détriment de la sécurité, des travaux d'urgence, avec des marches de travaux qui ne seront lancés qu'en 2026? Vous avez annoncé lors de votre dernière audition, par contre, que les équipes d'architectes, si j'ai bien compris, qui vont concourir, ont été déjà sélectionnées. Donc, vous dites que ce sont 2 sujets différents, mais pour ce Louvre Nouvelle Renaissance, il faut des équipes, il faut du personnel, il faut des personnes qui travaillent sur ce sujet. Donc, c'est fait à moyen constant de personnel, alors que vous avez eu une perte de personnel d'équivalent temps plein ces derniers temps. Qui est-ce qui a géré ça? N'est-ce pas justement au détriment de ce qui se passe actuellement au Louvre, qu'on n'a pas favorisé donc ce projet Nouvelle Renaissance qui est en cours? Et quand même, je me permets de revenir sur le rapport de la Cour des comptes qui date de novembre 2025, qui dit que sur le projet Louvre une grande colonnade de Nouvelle Renaissance, toutefois a été engagé par le musée, ce projet, sans étude préalable, qu'il s'agisse d'études de faisabilité technique et d'architecturale, de définition des besoins fonctionnels d'évaluation financière ou encore d'impact sur le flux des visiteurs. De même, aucune évaluation de coût de fonctionnement induit par l'ouverture de ces nouveaux espaces. Comment répondez-vous à ce rapport de la Cour des comptes? Sonia de la Provoté. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, moi j'ai un certain nombre de questions suite au rapport et puis de l'inspection générale et puis aux auditions précédentes, même si je ne vous cache pas qu'il est un peu compliqué d'isoler la vérité au milieu de ces propos qui ont fluctué dans le temps. C'est pas une accusation personnelle, hein, c'est un global sur toutes les auditions que nous avons eues et de savoir finalement comment les choses se sont passées. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu de tuilage, ou en tout cas, s'il y a eu un tuilage, on n'en connaît pas le contenu et il a été probablement insuffisant. Moi, j'ai plusieurs questions. Par rapport au rapport de l'inspection générale, il y a un sujet sur la cartographie des risques avec une sous-estimation du risque de vol par intrusion et même une cotation qui semble complètement dérisoire de 8 sur 64 de risque, avec un risque d'accès à l'étage qui n'était pas identifié en 2023. Et en 2024, c'est ce qui est écrit dans le rapport, hein, le passage de 12 à 8 de ce risque, donc même une régression du scoring. Et il est préconisé évidemment de réévaluer en urgence, hein, urgentissime même, cette cartographie des risques. Donc où en est-on dans ces travaux de cartographie des risques, parce que en l'état actuel des choses, manifestement, elle n'est pas opérante, elle n'est pas opérationnelle et elle le reste là tant qu'elle n'est pas remise en œuvre. Il semble aussi que ce soit quand même un préliminaire essentiel à la mise en place du plan de prévention et du schéma directeur. Donc, est-ce que vous avez prévu aussi de réviser le schéma directeur à l'aune de cette révision des cartographies des risques? Je sais que tout ça est désastreux, mais finalement, les retards se prennent parce que une espèce de désorganisation ou de non-priorisation des choses qui sont pourtant assez logiques, finalement, n'a pas été faite. Il y a un plan de formation exceptionnel qui a été proposé, qui a été largement préconisé pour développer la culture de la sûreté, la vigilance comportementale, des exercices avec forces de sécurité. Est-ce que dans le premier trimestre de 2026, il est bien prévu un calendrier extrêmement précis de mise à niveau de la formation, des connaissances, même si évidemment il y a un passé de non-formation, donc il y a beaucoup de choses à récupérer.
il y a une refonte totale de l'ensemble des procédures de crise et d'alerte avant fin 2025. Est-ce que ça a été fait, puisqu'on voit bien que, par exemple, la diffusion des messages d'alerte par le PCC ont été pour certains inaudibles parce qu'il n'y a pas de canal prioritaire. On nous parle de réponse au téléphone fixe, enfin d'un certain nombre de sujets qui paraissent quand même assez, décalés face à l'importance et de la situation actuelle, mais aussi l'importance du lieu et des collections qu'elle renferme. Et donc, est-ce que les fiches de procédure qui n'ont pas été révisées depuis 2016, il est prévu qu'elles soient révisées, j'allais dire dans l'urgence urgentissime, comme pour la cartographie. Et enfin, on évoque un sujet de comitologie entre Louvre Renaissance, Louvre Grande Colonnade, un problème d'organigramme, d'autorité fonctionnelle, notamment de la sécurité. Tous ces sujets-là, est-ce qu'il est prévu d'avoir un organigramme un peu propre, un peu, clarifié, et en tout cas assez évident pour n'importe quelle personne qui travaille au Louvre, de savoir qui est responsable de quoi et comment les autorités se transmettent d'un domaine à l'autre. Je vous remercie. Laure Darcos. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs choses, chers collègues. Je voudrais quand même vous rappeler le contexte dans lequel Madame Descartes a pris cette présidence. On est juste après le Covid. Je pense que vous avez tous à peu près oublié le chaos dans lequel nous étions tous, et en particulier les établissements. Je peux le dire parce que j'ai quelqu'un de proche qui a eu en effet aussi des établissements publics à remettre en état de marche, avec des déficits absolument énormes, et savoir comment on allait réouvrir les musées. Je voudrais poser cette question parce que, en fait, vraiment, depuis le début, on n'en parle pas. C'est après le Covid, après le traumatisme, qui a fait un tsunami dans le monde entier et auprès de beaucoup d'établissements culturels. Max, les passations de pouvoir, t'en as jamais fait dans les ministères, je peux te dire comment ça se passe. Les ministres se parlent, mais c'est surtout les administrations. Les administrations, et notamment les directeurs de cabinet. Bon, ça n'a rien à voir avec les rien à voir avec une passation de pouvoir. Non, mais rien à voir avec une passation de pouvoir. Mais j'aimerais bien en effet avoir des précisions sur le tuilage qu'il y a pu avoir et la passation de pouvoir. Parce que de son côté, M. Martinez était un tout petit peu vague sur la question, disant qu'il avait fait cette permanence de pouvoir avant votre nomination, et on ne sait pas trop exactement en effet comment ça s'est passé, quels ont été les dossiers qui ont été discutés, et avec en fait vos administrateurs généraux et directions, et savoir si du coup, au-delà même du document lui-même, mais savoir si la sécurité a été envisagée. Je pense que c'est important. Et moi, j'ai pas pu poser ma question à M. Martinez hier, mais il a été 10 ans en place. Et donc aujourd'hui, tout vous retombe dessus parce qu'il y a eu ce cambriolage. Mais la galerie Apollon, il était quand même très embêté d'y répondre. Et je pense qu'en 10 ans, en effet, il n'a pas fait grand-chose non plus. Et donc, à savoir comment est-ce qu'au fond, tout ça, depuis des années, n'a pas été vu par la tutelle. On a bien vu que c'était assez léger comme correspondant de tutelle. Dans le rapport, c'est très bien de Noël Corbin, c'est très bien vu. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément autorité pour pouvoir remonter ensuite au cabinet les urgences, forcément avec une sorte d'injonction. Voilà, mais je veux que vous puissiez revenir sur le tuilage et puis rappeler à nos collègues dans quelles conditions on était, et je vous assure que ça fait toute la différence. Agnès Evren. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Présidente, les auditions que nous avons menées hier ont apporté de nouveaux éclairages très précieux sur l'état d'avancement du schéma directeur de sûreté à l'été 2021, sur les modalités de la passation, ça a été dit à l'instant par Laure Darcos, et sur les choix opérés ensuite. Et il est vrai qu'elles appellent aujourd'hui des précisions de votre part, tant elles sont en totale contradiction avec vos propos devant notre commission. D'abord, M. Martinez, faut-il le rappeler, parce que la sécurité, c'est du temps long, a été président de 2013 à 2023, avant le Covid, donc 2020. Et c'est donc pour moi 10 ans d'inaction sur la sécurité, malgré un contexte de menace accrue
sur la sécurité de nos musées. La vérité, c'est que la sécurité n'a jamais été une priorité, ni en termes d'investissement, ni en termes d'organisation. Et on assiste là, depuis 2 jours, depuis quelques semaines désormais, les Français sont assez indignés, à une espèce de partie de ping-pong entre les 2 équipes. Et c'est vrai que c'est assez stupéfiant, je dois le dire, au lieu tout simplement de reconnaître simplement, ça peut arriver qu'il y a eu des erreurs fatales qui ont été commises, parce qu'on voit bien que c'est une chaîne de défaillance et d'absence de hiérarchisation des priorités qui a conduit à un tel cambriolage, je le rappelle, en quelques minutes, en plein jour et en plein Paris. Alors, sur la transmission des alertes de sûreté, en fait, on ne sait pas qui croire. Monsieur Martinez, qui dit que la continuité du service public a été parfaitement assurée, ou vous, qui avez indiqué ne pas avoir eu connaissance de certains audits antérieurs, notamment ceux de 2017 et 2018, au moment de votre prise de fonction. Et pourtant, les auditions d'hier ont établi qu'un tuilage, et ça a été dit par Lord Darcos, de plusieurs mois a été organisé, que des notes de synthèse ont été produites par les directions et que 2 des directeurs principaux sont restés en place après votre arrivée, ainsi que les équipes clés. Et donc, pouvez-vous nous dire précisément ce qui, selon vous, n'a pas été transmis, les documents eux-mêmes, leur portée ou leur caractère prioritaire? Avez-vous considéré que les alertes existantes n'étaient pas suffisamment étayées pour justifier une action immédiate? Et enfin, dernière question, que pouvez-vous dire aujourd'hui, Madame la Présidente, aux Français qui sont, je dois le dire encore une fois, meurtris et indignés, pour les rassurer sur la sécurité des collections et sur la sécurité du plus grand musée du monde? Je vous remercie. Jean-Gérard Pommier. Oui, merci, Monsieur le Président. À l'issue des auditions de vous-même, Madame la Présidente, et de votre prédécesseur, une seule chose apparaît clairement. La fragilité de la sécurité de la galerie d'Apollon était connue de tous, avec de surcroît un risque d'incendie élevé. Les audits successifs, notamment celui de Van Cleef et Arpels, attestent de la prise de conscience des équipes du Louvre pour en accroître la sécurité. Par contre, les auditions nous laissent sans réponse claire et très perplexes sur les faibles suites données à ces audits, ce qui a conduit au désastre du Louvre. Dans ces conditions, une question me taraude, qui n'a pas été évoquée lors de nos auditions et qui ne me semble pas avoir effleuré les équipes successives du Louvre. Pourquoi ne pas avoir déménagé les bijoux de la couronne dans un endroit plus sécurisé du Louvre, le temps de sécuriser la galerie d'Apollon dont la fragilité était connue? Et envisagez-vous de déménager ce qui en reste? Merci. Et enfin, Jacques Grosperrin. Merci, Président. Madame la Présidente, vous êtes fatiguée de ce type de réunions, de questions, etc. Mais nous aussi, nous sommes fatigués de tout cela. Parce que si vous aviez, pas fait l'effort, mais si vous aviez été plus franche lors de la première audition, on n'en serait pas là. Lorsque je vous avais posé la question, si vous aviez posé votre démission à la ministre de tutelle, vous m'avez répondu, je l'ai fait. Je vous ai demandé si ça avait été écrit, vous ne m'avez pas répondu. Et il est vrai que le flou de vos questions nous interroge et nous interpelle. Et lorsque vous venez, et là je rejoins Max Brisson, lorsque cette audition aujourd'hui vous concerne, vous revenez avec vos équipes, on s'interroge sur le fait que soit vous ne répondez pas aux questions, soit vous vous déportez vis-à-vis de vos collaborateurs et vous les mettez dans des situations pas faciles également. Et je crois que lorsqu'on est patron, on doit assumer. Est-ce que vous êtes imaginé de la hauteur de la tâche à laquelle vous étiez confronté lorsque vous avez pris cette responsabilité du Louvre? Ce n'est pas une MJC. Je ferai, c'est pas un hommage que je fais au MJC, mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'anodin, parce que derrière tout cela, c'est une perte du patrimoine historique de la France. C'est pas simplement 80 millions d'euros. Ce sont des couronnes, c'est tout un ensemble de bijoux qui représentent la France et dont on est fier. Et on se rend compte que vous vous interrogez, vous répondez. Il y a des auditions qui ont été faites. Bon, je reste sur mes notes, mais pardonnez-moi si je me suis laissé aller par rapport à ça. Mais moi, je m'interroge parce que lorsque la recommandation numéro 2 de M. Corbin, qui demande l'institution, l'obligation d'organiser une passation de pouvoir, etc. Comment s'est-elle passée? Est-ce qu'il y a eu un compte-rendu? Qu'est-ce que vous êtes dit? Rien n'apparaît par rapport à ça. J'ai l'impression que vous essayez de protéger, alors je ne sais pas qui. Vous, votre tutelle, vos collaborateurs. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne comprend plus ce qui se passe et on a besoin, à un moment donné, de savoir pour comprendre, au-delà de ça,
tout ce qui s'est passé. Lorsque l'audit Van Cleef avait montré qu'il y avait un risque de braquage, bon, j'ai bien compris, vous ne l'aviez pas vu. Bon, vous ne l'avez pas vu, c'est quand même... c'est lunaire, c'est lunaire. Lorsqu'il y avait un document qui avait été fait il y a plus de 7 ans sur le mode opératoire du Louvre et du vol, et qui est arrivé, eh bien, on s'interroge. Lorsque vous nous avez dit qu'il y avait 12 agents qui ont bien réagi, moi, je me rappelle, première réunion, ils ont bien réagi, ils ont évacué tout le monde. Mais attendez, 12 agents vis-à-vis de 2 personnes qui ont posé leurs outils. Mais là, moi, j'attends autre chose de 12 agents. De 12 agents. Je pense qu'à un moment donné, je suis désolé, mais 12 contre 2, il y a quand même quelque chose à faire. Alors, vous avez dit, oui, ils ont bien réagi, ils ont évacué tout le monde. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose par rapport à ça. Et puis, enfin, pour terminer, lorsque vous dites, vous avez choisi, vous avez demandé à Philippe Jost, rappelez-vous, je vous avais dit, ça serait peut-être bien que ce soit un général. Alors, c'est Philippe Jost qui a succédé à feu, monsieur le général Georges Lain. Mais je pense que c'est ou un désaveu, parce que vous avez besoin de quelqu'un, donc ça montre un certain degré d'incompétence, pardonnez-moi, ou alors c'est quelque chose qui vous a été imposé. Et je terminerai sur les propos que Max Brisson a dit. Pourquoi êtes encore vous là? Qui protégez-vous? Merci. Madame la Présidente, je vais vous laisser répondre. Alors, je vais tenter de répondre avec quelques synthèses. Donc, sur la question du tuilage et de la transmission, donc je redonne le calendrier. Donc, ma nomination est annoncée fin mai 2021. Et nous nous voyons avec Jean-Luc Martinez à plusieurs reprises en juin et juillet 2021. Il assume à ce moment-là la présidence par intérim jusqu'à la fin août 21. Et moi-même, je continue à présider les musées d'Orsay et de l'Orangerie pendant cette période. Pour ces rendez-vous, il a effectivement préparé un certain nombre de dossiers, qui est une sorte de photographie du Louvre à l'instant T, notamment de son organisation, avec des dossiers par direction et par département, direction transversale et département. D'ailleurs de nature parfois un tout petit peu hétérogène dans leur contenu, avec des degrés de précision plus ou moins forts, mais c'est peu importe. Donc ça, c'est pour présenter l'état et l'organisation du Louvre, l'organigramme tel qu'il s'était développé sous ces différents mandats. Nous faisons aussi un point très important sur les différents chantiers muséographiques, ceux qui étaient en cours et ceux à venir, qui étaient importants, notamment au sein du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, que d'ailleurs Jean-Luc avait dirigé auparavant. Enfin, il y avait plusieurs autres chantiers, certains que je n'ai pas poursuivis, que je n'ai pas lancés, peu importe, hein, c'est simplement un tour d'horizon, de la programmation culturelle, la question des acquisitions, avec d'ailleurs des questions liées aux trésors nationaux. La question des schémas directeurs, bien sûr, est évoquée de façon là synthétique, évidemment, pas tout à fait dans le détail, puisque c'est là que ça ce sera ensuite au niveau des différents directeurs que les choses vont se jouer. Et puis la question de la préparation du budget initial 2022, qui effectivement est une affaire complexe, puisque, comme la sénatrice Darcos vient de le rappeler, nous sommes dans une situation très particulière au début de l'été 21. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise du Covid. Je rappelle d'ailleurs qu'une de mes premières priorités, et là tout à fait demandée par la tutelle, était de faire revenir tous les agents au musée du Louvre pour reprendre leur poste de travail et de relancer, bien entendu, la fréquentation. Je rappelle que la fréquentation chute à ce moment-là à 2 millions de visiteurs par an, c'est-à-dire que le modèle économique, budgétaire du Louvre est totalement fracassé, mis à mal. Et à ce moment-là, avec Jean-Luc, nous n'avons ni l'un ni l'autre la visibilité de ce qui allait se passer, et je transmets les premières orientations d'ailleurs budgétaires à Kim Pham, qui allait me rejoindre comme administrateur général dès le 1er septembre 2021. Je prends mes fonctions le 1er septembre 2021, avec d'immenses interrogations qu'on partagera d'ailleurs avec la tutelle pour la construction du budget 2022. Je pense que c'est effectivement important de rappeler ces questions de contexte, comme il faudrait aussi rappeler la mobilisation de l'établissement public au moment des Jeux Olympiques. Je me permets de le dire, il se trouve que le Louvre a été
été au cœur du dispositif olympique, on peut s'en féliciter, il a été très à l'honneur de la cérémonie d'ouverture, mais pas que. Il était aussi, vous savez, le lieu d'accueil de la vasque olympique, avec une mobilisation très importante de la DAPS, de la fameuse DAPS, des équipes d'accueil et de sécurité, sous la houlette de Denis Fousse, qui ont remarquablement travaillé dans cette période avec évidemment une pression tout à fait considérable à accueillir des milliers et des milliers de visiteurs qui étaient à Paris pour les Jeux Olympiques. Je voudrais saluer le travail des équipes du Louvre à ce moment-là, qui a été exemplaire, en lien bien sûr avec la préfecture de police, le COJOP, mais enfin, il faut aussi rappeler ces moments qui ont certainement pris du temps, pour les équipes de la DAPS, mais qui étaient absolument essentiels et qui font partie des fonctions du Louvre. Alors, sur le tuilage, donc c'est une revue générale d'ensemble avec Jean-Luc Martinez, qui se passe tout à fait normalement, avec des échanges, des choses où évidemment on converge totalement, des choses où il peut y avoir des discussions, des choix qui seront ensuite faits, notamment de programmation, mais peu importe, ce ne sont pas les questions sans doute les plus essentielles, et les questions des schémas directeurs qui sont effectivement là. Le schéma directeur incendie, qui est en développement déjà depuis plusieurs années, qui s'achèvera dans 1 an et demi à peu près, qui est un schéma absolument capital. Le schéma de sûreté qui est à ce moment-là en phase d'étude, et la sécurisation du domaine qui est déjà lancée et qui, vous savez, s'achèvera en 2026 avec la dernière grand geste qui sera la restauration de la grille de côté Concorde des Tuileries, et d'ailleurs la pose d'un dispositif anti-bélier aussi qui complétera cette sécurisation. Donc là, vous voyez la continuité, et je rejoins totalement Jean-Luc quand il dit qu'il y a eu une continuité de l'État sur cette question. Il n'y a pas du tout de rupture, mais par ailleurs, il n'y a pas de procédure normalisée de passation de pouvoir. J'en ai connu une autre au musée d'Orsay, avec mon prédécesseur au musée d'Orsay, Guy Cocheval. Je peux vous dire que ça n'a pas été tout à fait la même ambiance. Bon, voilà, c'est tout. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce n'est pas du tout normalisé. Je sais que le ministère de la Culture se pose la question de normaliser et d'organiser ces passations de pouvoir. Il pourrait d'ailleurs y avoir une réunion stratégique au sein, par exemple, du cabinet de la ministre entre les deux présidents. C'est une chose qui pourrait très bien se concevoir. Bon, moi, je ne l'ai jamais connu. Donc, nous avons travaillé ensemble. Nous nous connaissions bien. Par ailleurs, nous avions travaillé notamment autour du Louvre à Abu Dhabi. Nous avions des rapports extrêmement courtois et je vais dire, confraternel, et ça s'est passé dans cette ambiance-là. Par ailleurs, ce qui est vrai, c'est que des directeurs, je n'arrive pas avec une équipe qui remplace une autre équipe, ça n'est absolument pas cela. J'arrive avec effectivement un administrateur général à mes côtés, un administrateur adjoint, un directeur de cabinet aussi, qui est à mes côtés aussi aujourd'hui. Pour autant, tous les directeurs sont là, ne changent pas, et c'est évidemment un élément de continuité et de transmission effectivement de l'information et de l'organisation du musée, notamment autour de la sûreté, puisque Denis Fousse, que vous avez entendu hier, reste mon directeur de l'accueil et de la surveillance jusqu'à il y a presque 1 an. Donc voilà, Denis, il a la mémoire de cette direction, et je m'appuie énormément sur ses recommandations parce qu'il connaît parfaitement le Louvre, les équipes, les difficultés évidemment, les forces et les faiblesses, et notamment c'est sur sa recommandation que je déciderai de l'établissement d'une jauge à 30 000 visiteurs par jour pour éviter les phénomènes de saturation, et aussi pour des raisons de sécurité du public, de conditions de travail des agents et de sécurité des œuvres. C'est très clairement une réflexion portée par la DAPS et par Denis qui m'a convaincu qu'il fallait prendre cette décision qui n'a pas forcément été extrêmement bien appréciée évidemment du côté de Bercy à l'époque, mais enfin c'est comme ça. Donc voilà, il y a une continuité. Vous échangez entre de chefs d'établissement, et puis après vous êtes immédiatement en contact avec les directeurs. Dès le mois de juillet, je reçois même à Orsay, je commence à recevoir les directeurs des services transversaux, les directeurs de département,
pour commencer à parler des projets, de l'état, voilà, des différentes questions. Et là aussi, on est effectivement dans une période de redémarrage extrêmement lent, extrêmement incertain, où on sent qu'il va falloir donner énormément d'énergie pour que cette grande maison se remette en marche. Et ça, ce sera une de mes priorités, qui est d'ailleurs très clairement énoncée, je me permets de le rappeler devant cette Assemblée, dans ma lettre de mission qui m'est adressée par la ministre de la Culture en janvier 23, si je ne m'abuse, donc quelques mois après, 22, janvier 22, quelques mois après ma prise de fonction. C'est assez classique. Il suffit de la regarder, elle est publique et vous voyez très bien les priorités qui sont énoncées et que je pense que j'ai rempli les objectifs qui m'avaient été fixés. Donc voilà, les conditions de cette passation, elles sont très simples, elles sont très directes, elles se font de personne à personne. Pour autant, les deux audits qui ont été mentionnés à plusieurs reprises aujourd'hui ne me sont pas transmis. Je pense parce que, alors dans le cadre de l'audit Van Cleef, et je me permets je suis un peu dans la conjecture aussi, parce que tout simplement, les réaménagements de vitrines, les changements de vitrines de la Galerie d'Apollon avaient été réalisés en 2018-2019 et que c'est un dossier clos pour le Louvre à ce moment-là. Je me souviens d'un échange avec le directeur du département des objets d'art de l'époque, Yannick Durand, qui avait piloté cette opération et avec qui j'ai un rendez-vous mensuel en tête-à-tête avec tous les directeurs de département, me dit à l'automne 21, me dit « Je suis extrêmement rassuré sur les nouvelles dispositions que nous avons prises pour la présentation des joyaux de la couronne dans la galerie d'Apollon. Nous avons changé les vitrines enfin, car les anciennes vitrines étaient extrêmement peu sûres et en plus avaient abîmé un certain nombre avaient abîmé des objets. Et donc nous avons là un dispositif tout à fait sécurisé. Je rappelle d'ailleurs que Yannick, d'après ce que je comprends, pousse sur l'épaisseur du verre, va plus loin, puisque le verre choisi pour les vitrines est un tout petit peu plus fort et plus sécurisé que celui qui est recommandé dans le rapport Van Cleef. Mais moi, le rapport Van Cleef, à l'époque, je n'en ai pas connaissance. Et je vais me permettre de revenir peut-être sur les circonstances dans lesquelles je connais. Le rapport de 2017, qui est un rapport plus global et qui a nourri à l'évidence les réflexions pour lancer les premiers états du schéma directeur, je n'en ai pas connaissance non plus, parce qu'à ce moment-là, on est déjà sans doute à une autre étape avec un schéma directeur qui commence à avancer évidemment dans ces phases de conception. Et on est déjà, on est plus loin dans le temps. Sur le rapport Van Cleef, je vais être très précise avec vous. J'ai pris connaissance, j'ai découvert ce rapport, puisque donc nous sommes le 19 octobre, évidemment, dès le 20 au matin, je demande à l'ensemble des équipes de me remonter tous les dossiers qui concernent les chantiers qui ont eu lieu dans la Galerie d'Apollon depuis une vingtaine d'années. Nous savons qu'il y a eu deux grands moments de chantier dans la Galerie d'Apollon. Un, en 2003-2004, qui a consisté à restaurer la Galerie d'Apollon et notamment les plafonds, qui était une très, très belle opération, mais moment où il est décidé de retirer la fameuse grille dont je vous annonce qu'elle sera reposée dans quelques jours. Ce sera fait avant Noël. Donc voilà, ça c'est un premier état de la question. Donc on fait remonter les documents et effectivement dans un ordre dispersé. C'est là que je fais le constat de notre désorganisation. Je le reconnais parfaitement, je prends ma part. Hein. Je ne vais pas vous dire que tout va bien. Non, nous sommes dans une situation de crise et nous devons rebondir et bien entendu remettre les choses dans le bon ordre. Et c'est mon devoir de présidente que d'accompagner le Louvre et de le piloter dans cette période complexe, difficile. Mais c'est mon honneur de présidente que de le faire avec une vision, avec un cap pour protéger cette institution et les équipes qui y travaillent. Donc, on commence à remonter un certain nombre de dossiers. Je suis auditionné le mercredi après-midi, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, donc très peu de temps, donc 3 jours après les faits. Quand je suis auditionné, je n'ai pas connaissance du rapport Van Cleef. 24 heures plus tard, jeudi, nous sommes en train de compulser tous les documents, et là, remonte le rapport Van Cleef. Je le lis, je suis comme vous extrêmement troublé. Et il remonte par une coordinatrice de travaux voilà, au sein de la direction de l'architecture qui nous transmet ce document qu'elle connaissait et qui était archivé, et archivé pas
aux archives que Marie vient d'évoquer, mais au sein de la direction, dans un certain nombre de dossiers qui étaient inactifs, si vous voulez, qui n'étaient plus actifs et qui étaient, dont elle avait connaissance parce qu'elle avait été associée à ce chantier. Immédiatement, bon, je lis le rapport, je pense que j'ai le même état de saisissement que vous tous, nous le transmettons immédiatement au cabinet de la ministre. Nous le transmettons immédiatement aux inspecteurs de l'IGAC et nous le transmettons aussi dans la foulée à l'OCBC. Très clair. Ah non, ça mais d'ailleurs Jean-Luc l'a dit, je crois, très clairement hier. Non, enfin, pardonnez-moi, monsieur le sénateur, je me permets, alors vous allez me dire que je protège mon prédécesseur, mais je le salue avec beaucoup d'amitié et d'estime. Je pense que le dossier était clos. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de travaux, changements de vitrine, etc., qui avaient été faits. Vous savez, dans un musée comme le Louvre, on passe constamment d'un dossier à un autre, de chantier à un autre. Nous sommes plus de 2 ans après. Moi, je me souviens être allé à l'inauguration, en tant que président d'Orsay, de ces nouvelles vitrines, de cette nouvelle présentation. C'était 2 ans auparavant, donc avant le Covid. Là encore, voilà. Et le dossier, et encore le directeur de département qui a été au cœur de cette transformation, me dit à l'automne 21, bon, la galerie d'Apollon, voilà, on est sécurisé avec ces nouvelles vitrines, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant qu'avant. Et voilà, moi, je n'ai pas de raison de mettre en cause le travail des équipes précédentes. Je m'appuie sur cette connaissance et évidemment, je fais totalement confiance. Donc, oui, là, ce que nous soulevons, c'est un défaut, effectivement, de mémoire, dans l'organisation de la mémoire du Louvre, ce que j'ai évoqué de façon rapide dans mon propos liminaire. C'est pour ça que je diligente un audit interne dès le mois de janvier, pour que nous organisions enfin cette transmission de la mémoire, que nous organisions par exemple des processus très clairs lorsque les uns et les autres nous quittons cet établissement. Là aussi, il y a eu on s'aperçoit que certains ont laissé des archives, d'autres pas d'archives. Enfin bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes tous d'accord qu'il faut absolument garder cette mémoire parce qu'elle est importante. Ce temps long du Louvre, il est capital pour bien comprendre le palimpseste, en quelque sorte, architectural et muséal qu'est le Louvre. Mais oui, je constate avec vous, et c'est effectivement un point évidemment d'immense faiblesse de cette maison, qu'il m'appartient dans l'urgence et avec beaucoup d'exigence de corriger, et j'aurai donc à mes côtés, je l'espère, Philippe Jost, mais aussi un coordonnateur sûreté, parce qu'il y a des enjeux là aussi de sensibilité de certains dossiers. Trop de documents sensibles fuitent du Louvre, je n'ai pas besoin d'insister dans les médias, voilà, c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible. Donc ça veut dire aussi que c'est une culture de sûreté et de responsabilité. Rappeler aux uns et aux autres qui travaillent dans cet établissement que leur devoir de discrétion, de réserve, lorsqu'ils manipulent des informations sensibles, c'est très clair. J'ai d'ailleurs fait déposer une plainte contre X parce que un organe de presse a publié, c'est pas contre l'organe de presse, mais simplement, si nous identifions la personne qui a fait fuiter des documents extrêmement sensibles du Louvre, il y aura là, évidemment, une action. Hein. C'est totalement évident. Donc, oui, la marche est longue, elle va être très forte, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça, c'est certain. Et c'est effectivement ces 2 rapports, mais c'est surtout le rapport Van Cleef qui est sans doute le plus troublant par rapport évidemment au sujet qui nous a réunis, et sans doute le déclencheur, je pense, d'une prise de conscience extrêmement profonde dans l'établissement. Juste un point sur les rapports Van Cleef. Vous ne pouviez pas le mentionner quand vous êtes venu ici au Sénat, puisque vous n'en aviez pas connaissance. En revanche, vous n'en aviez connaissance quand vous êtes allé à l'Assemblée nationale. Vous ne l'avez pas mentionné non plus. Alors, je ne l'ai pas mentionné. Aucune question ne m'a été posée sur ce rapport à l'Assemblée nationale. Je ne l'ai pas mentionné à dessein, parce que... Bon, mais ils ne pouvaient pas vous poser de questions. Ils n'en avaient eux-mêmes pas connaissance. Mais est-ce que vous n'avez pas jugé... Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur le Président.
parce que d'abord, ce dossier contenait des informations extrêmement sensibles. Nous étions dans le cadre d'une audition publique. Ce rapport était à ce moment-là transmis déjà, je l'ai dit, au cabinet de la ministre et à l'IGAC, qu'il allait donc être analysé dans le cadre du rapport de l'IGAC, et surtout, il a été transmis à l'OCBC, et c'est un élément important dans l'enquête actuelle. Donc je ne voulais pas, si vous voulez, commencer à dire que, tout en ne pouvant pas rentrer dans le détail, j'ai pris sur moi, peut-être ai-je eu tort, de ne pas le mentionner devant la représentation nationale. Mais si la question m'avait été posée, j'aurais dit oui, il y a un rapport, mais je ne serais évidemment pas rentré dans le détail, parce que là, il y avait évidemment des questions de très forte sensibilité dans le cadre d'une enquête. La question des budgets. Monsieur Pham. Oui, volontiers, Monsieur le Président. Sur la question des budgets, un point très important, c'est le fait que le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles s'arrête en 2025, année incluse. Or, pendant cette période, et significativement en 2023, 2024, 2025, oui, on est dans des phases de définition des besoins pour le schéma directeur sûreté et de conception du projet. Et dans ces phases, il est inévitable, comme pour tout projet, que les dépenses soient moindres que lorsque les investissements physiques vont arriver. Or, ces investissements physiques, ils débutent en 2026 et montent en puissance à partir de 2027. Et donc, si dans le petit graphique que donne l'IGAC, ils avaient projeté les dépenses après, d'ailleurs je tiens à votre disposition un graphique avec une projection de ces dépenses après 2025, on voyait évidemment une montée en puissance très forte, très significative en 2027, 2028, 2029, 2030 sur ce schéma directeur sûreté. Il est important aussi de dire que ce rapport IGAC se centre, et il a raison de le faire, sur les investissements, mais que du côté du fonctionnement, qu'il s'agisse de nos prestataires d'agents de sûreté ou qu'il s'agisse des dépenses de maintenance qui s'inscrivent en fonctionnement, eh bien, il y a eu une véritable montée en puissance de ces dépenses également. De même que nous avons profité de tous les chantiers muséographiques de rénovation pour corriger et avoir une sûreté à la hauteur. Je me permets de signaler l'ouverture récente de la Galerie des 5 continents et des salles de peinture espagnole et une partie des salles de peinture italienne complètement rénovées et à l'entrée de la Porte des Lions, où vous verrez justement une partie de ces dépenses de fonctionnement affectées donc à la rénovation et donc à la montée en puissance de la sûreté du Louvre. C'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement, mais c'est plus de 134 caméras, 135 caméras qui ont été déployées entre 2023 et 2025. C'est 1 200 000 €. Ça n'est pas rien. Là encore, nous n'avons pas attendu que le schéma directeur soit actif pour évidemment monter constamment en puissance dans des équipements modernes et dignes du Louvre. Alors, la réponse, je me permets de dire que nous avons rédigé et que j'ai signé donc une réponse IGAC au rapport de l'IGAC qui est à la disposition de la commission voilà, que vous avez reçu, Monsieur le Président, donc qui est parfaitement public et qui permet de préciser là aussi un certain nombre de choses, notamment cette dynamique d'investissement. Je pense qu'il y a eu un élément aussi, Madame la sénatrice, sur la question des 80 millions d'euros dans le cadre des LNR, du Louvre Nouvelle Renaissance. Entendons bien, nous sommes dans du pluriannuel, hein, nous sommes sur un déploiement de schémas qui se fait à partir des modes de financement qui ont été évoqués, la surtarification extra-européenne, la subvention de 10 millions d'euros pluriannuelle de l'État. Le Louvre Nouvelle Renaissance, c'est deux jambes, comme je l'ai souvent dit, des schémas directeurs techniques de rénovation, et le schéma de sûreté est au cœur, et certainement le principal schéma de rénovation et de modernisation du Louvre, mais c'est aussi des solutions structurelles. Nous ne pouvons pas nous contenter de réparer le Louvre et de le faire monter en compétences technologiques sans
toucher aux questions structurelles. Je rappelle le problème du Louvre. C'est un très beau problème que beaucoup de directeurs de musées dans le monde voudraient avoir, mais c'est son immense succès, fréquentation. Aujourd'hui, cette année, nous allons annoncer 9 millions de visiteurs, avec une jauge à 30 000 visiteurs par jour, pour une pyramide qui a été conçue pour en accueillir 4 millions. Donc des effets de saturation que vous connaissez bien, le concept de l'entrée unique qui est mis à mal, une partie du Louvre qui n'a pas été traitée par le Grand Louvre, tout le quadrilatère Sully, où vous le savez, nous commençons à avoir des problèmes bâtimentaires. C'est au cœur du projet Louvre Renaissance que de rénover, bien sûr, cet ensemble patrimonial insigne et important. Et bien sûr aussi la question de la présentation de la Joconde, ce chef-d'œuvre universel qui n'est pas présenté de façon correcte et satisfaisante aujourd'hui et qui mérite un espace qui lui soit dédié et qui est au cœur, là aussi, du projet Louvre Nouvelle Renaissance. Donc c'est un projet, bien sûr, de longue haleine, qu'il faut envisager sur plusieurs années, mais c'est bien ce cap de transformation qui projette à la fois dans ses besoins techniques, technologiques, de rénovation du bâtiment et de solutions structurelles, l'avenir du Louvre. Et c'est à cette mesure que nous devons travailler. Je rappelle que les grands musées comparables au Louvre ne sont pas forcément en France, ils sont à l'étranger. Je signale le British Museum qui a annoncé il y a quelques mois un plan qui est très très similaire d'ailleurs à Louvre Nouvelle Renaissance, avec un concours architectural qui a été gagné par l'architecte franco-libanaise Lina Gothmé. Le projet est annoncé à plus d'1 milliard de livres sterling, bien sûr. Et voilà, j'échange énormément avec mon confrère Nick Ellingham, qui était au Louvre la semaine dernière, dans une institution publique, pas tout à fait comparable au Louvre, mais ce sont des histoires différentes, mais néanmoins, c'est une grande institution publique qui prend aussi la mesure de la nécessité de sa rénovation. Là aussi, les infrastructures techniques, l'obsolescence du British Museum sont totalement avérées et très comparables au Louvre. Je vous invite à regarder les enjeux du British Museum aujourd'hui. Et puis, on pourrait évoquer d'autres très grands musées, comme le Metropolitan Museum, qui est dans une série de très grandes rénovations et transformations. Ce qui se joue aujourd'hui, avec le projet Louvre Nouvelle Renaissance, c'est non seulement de rénover le Louvre, de le réparer, mais j'allais dire, qu'il ne perde pas son rang de plus beau et de plus grand musée du monde. Il y a un danger de déclassement du Louvre aujourd'hui, très 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 clairement, et c'est bien ce constat que j'avais porté devant la représentation nationale à plusieurs reprises, devant les médias, qui est aujourd'hui une ligne d'horizon qui doit être le cap pour l'établissement dans les années qui viennent. Sur la cartographie des risques et le fait que le risque intrusion avait une faible cotation qui a même diminué dans le temps, entre 2023 et 2024. Effectivement, erreur, sous-estimation que nous prenons tout à fait. Les informations remontées de la direction de l'accueil et de la surveillance, ce n'est pas moi qui ai fait cette notation, voilà, mais c'est comme ça, j'assume, présidente, j'assume. C'est évidemment un risque qui a été sous-estimé et qui, effectivement, montre la nécessité de cette culture de la sûreté qui doit être, y compris au sein des équipes même en charge de l'accueil et de la surveillance, certainement renforcée par la formation qui démarre, alors là aussi, dès le mois de janvier, le plan de formation globale. J'ai quelques questions très courtes et précises pour éclairer notre compréhension. Hier, Monsieur Martinez a précisé qu'en 2018, je crois, il avait mis en place un comité de pilotage sur la sécurité, sur la sûreté, qui se réunissait tous les 15 jours. Est-ce que... Nous n'avons pas eu de réponse à une question posée. Madame Descartes répond aux questions auxquelles elle souhaite répondre. D'abord, l'audition n'est pas finie, Monsieur Brisson. Je disais que M. Martinez, hier, nous avait dit qu'en 2018, pour répondre aux problèmes de sécurité, il avait mis en place un comité de pilotage qui se réunissait durant sa présidence tous les 15 jours. Ce comité de pilotage existe-t-il toujours? Oui, absolument, monsieur le Président. Les questions de sécurité sont abordées dans ce comité de pilotage. Absolument. Quant sur la galerie d'Apollon, est-ce qu'il y a eu un comité de pilotage spécifique sur la galerie d'Apollon? Nous
Nous avons renforcé notre comitologie depuis le 19 octobre. Je préside toutes les semaines un comité de mesures d'urgence sur le déploiement des mesures d'urgence. 17 ont été rendus publics. Mais il y en a plus d'une cinquantaine actuellement activées. Pardon, je vous interromps, mais je voulais dire, avant le 19 octobre, est-ce qu'il y a eu un comité de pilotage qui a identifié un risque sur la galerie d'Apollon? Ah non, sur la galerie d'Apollon, non. Il nous a précisé aussi qu'il avait recruté un chef de projet sûreté, je crois que c'était M. Salagnon. Effectivement, monsieur le Président, Romain Salagnon avait été recruté par l'ancienne équipe, qu'il avait continué à travailler avec nous, toujours dans la même optique et dans le même état d'esprit. Après, il est resté plusieurs années au Louvre, il a souhaité avoir une nouvelle orientation avec sa carrière professionnelle, il est parti et nous l'avons remplacé. Après, c'est les délais de recrutement habituels et nous avons un nouveau chef de projet au sein du Louvre depuis la rentrée depuis la rentrée de cette année 2025. Il est parti quand? Il est parti début 2025. D'accord. Il nous a précisé aussi, et ça envoie une autre question, que parallèlement au schéma directeur était élaboré un plan d'action, c'est-à-dire des actions immédiates avant l'élaboration finale du schéma directeur, ce qui recoupe une autre remarque qu'ont fait les inspecteurs de l'IGAC en disant c'est pas parce qu'il y a un schéma directeur en cours d'élaboration qu'il n'y a pas des investissements d'urgence à faire. Est-ce que vous avez vous-même un plan d'action? Alors, sur cette question, en fait, effectivement, il y a eu des mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre pour un montant d'environ 700 000 euros. Elles ont été mises en œuvre à la suite du premier rapport de l'UNSJ, donc le fameux premier rapport de 2017. Et ces opérations sont d'ailleurs retracées dans la chronique budgétaire. Hein. On a l'intégralité des dépenses. Elles ont été faites sur 2018-2019. Ensuite, ces mesures d'urgence sont arrêtées puisque nous travaillons sur l'élaboration du schéma directeur. Donc, les mesures d'urgence ont été faites avant que nous arrivions. Nous étions sur le schéma directeur, sa conception, et maintenant, il a été notifié. Et sur les dépenses principales, c'était sur la sécurisation, en fait. C'était ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les grandes dépenses qui sont intervenues sur les années 2020, 2021, 2022, c'est la sécurisation, donc c'est la périmétrie. C'est les prix. Non, mais j'entends bien, mais... Ils ont fait référence clairement hier à ce plan d'action en précisant bien que ce n'est pas parce qu'il y a un schéma directeur en cours d'élaboration qu'il n'y a pas des actions. Et c'est aussi une remarque qui apparaît clairement dans le rapport de l'IGAC. Vous nous dites à travers votre réponse, mais M. Steinbock, en tout cas je la comprends comme telle, c'est que vous préférez attendre l'élaboration du schéma directeur pour engager des... Les mesures suite à ce premier rapport ont été mises en œuvre dans les années 2018, 2019, 2020. Oui, mais... Je parle de votre présence à vous au Louvre. C'est bien ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les actions de modernisation, notamment dans les salles, sont accompagnées de remontées, évidemment, en matière de sûreté. Tous les travaux muséographiques des années 2023-2025 notamment, je reviens sur les vidéos, voilà, 135 caméras posées, ce sont des mesures d'urgence qui accompagnent la vie, j'allais dire, quotidienne de l'établissement. Et d'un certain point de vue, les 50 mesures d'urgence actuellement, je ne vais pas les détailler parce qu'il y a des choses très sensibles parmi elles, sont effectivement exactement ce type d'exercice. Le schéma directeur qu'on commence, mais pour autant, on avance très concrètement, très pratiquement sur un certain nombre de mesures. La directrice de la surveillance vous a remis une note le 26 octobre, c'est-à-dire après le cambriolage, mettant en lumière l'absence de prise en compte des risques d'intrusion. Et elle écrit, je cite, c'est dans le rapport aussi de l'IGAC, le scénario du 19 octobre n'ayant pas été envisagé. Nous avons compris que vous n'avez pas eu connaissance du rapport Van Cleef, ni M. Pham, ni M. Steinbock. Ça veut dire que la responsable de la sûreté, alors on ne parle pas de sécurité, mais la responsable de la sûreté, qui je crois est commissaire de police, n'a elle-même pas eu connaissance du rapport Van Cleef. Elle n'a pas eu connaissance de ce rapport. Ce qui, quand même, vous comprendrez, nous étonne qu'une personne responsable de la sûreté n'ait pas connaissance d'un rapport de 2019 qui n'est pas très ancien. Monsieur le Président, il est important de rappeler que son prédécesseur n'a pas eu connaissance de ce rapport, en tout cas ne lui a pas transmis. Je pense qu'il l'a dit hier, qu'il ne l'avait pas, qu'il n'en avait pas connaissance. Autre point
une petite question précise, mais dans le rapport, il est dit qu'il a fallu une dizaine de jours pour avoir un effectif stabilisé du nombre de personnes du employé du Louvre présentes dans la galerie d'Apollon au moment des faits. Comment se fait-il qu'il ait fallu une dizaine de jours pour que vous sachiez, vous, combien de personnes employées du Louvre étaient présentes dans la galerie d'Apollon? Je crois que là, Monsieur le Président, il n'y a pas eu tant d'imprécision que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous posait la question, elle était posée sous un angle différent. C'était combien y avait-il de personnes ayant aperçu les cambrioleurs. Ensuite, c'est combien de personnes ont procédé à l'évacuation. Alors oui, les collègues de la salle d'à côté ont prêté main forte pour aider à l'évacuation. Et puis il y a eu un troisième élément d'équivoque, mais pas d'erreur, c'était qu'il y avait une personne qui était, comment dirais-je, est restée après la fin de son service. Voilà. Mais donc des équivoques liés à la manière dont les questions nous étaient posées, mais pas d'erreur de décompte. On sait exactement qui était là parmi nos agents et ils ont fait leur devoir. J'ai une dernière question un peu plus personnelle, vous me la permettrez, Madame la Présidente. Est-ce qu'au regard de ce qui s'est passé le 19 octobre et des conséquences sur le Louvre, des conséquences qui vont durer pendant quelques temps, est-ce que vous avez des regrets sur ce qui aurait pu être fait avant le 19 octobre et qui n'a pas été fait? Souhaitez aller plus vite, Monsieur le Président. Bien sûr, on peut toujours se dire qu'il fallait aller plus vite. Pourtant, je pense que nous avons été pleinement mobilisés sur ces questions de sûreté par le schéma directeur. Bien sûr, on peut tous regretter de ne pas être allé plus vite. Mais voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ce schéma directeur existe, il est très solide. Et il rentre en activité maintenant et il nous donne un cadre de déploiement extrêmement solide pour améliorer la sûreté du Louvre, bien sûr. Et petite dernière question, à moins que Sonia veuille en rajouter une. Vous nous avez annoncé il y a quelques instants que vous allez remettre la grille, qui n'est plus là depuis 2003. Cette grille est une question lancinante depuis 20 ans. Pourquoi est-il possible aujourd'hui de la remettre sans que ça pose de moindres difficultés sur le plan incendie, alors que depuis 20 ans, il semblerait que soit pour l'ABF, pour des questions esthétiques, soit pour des questions de risque incendie, ça n'a pas été possible? Parce que c'est une décision qui me paraît s'imposer aujourd'hui et que par ailleurs, nous allons déplacer la baie Pompier dans la salle adjacente, dans la salle, voilà, dans le salon carré. En accord avec, bien sûr, le SPCI et en travaillant avec notre architecte en chef des monuments historiques. Voilà. Moi, c'est juste le sujet du financement, parce qu'en l'état actuel des choses, le déploiement était prévu jusqu'en 2033 pour que vraiment tout soit mis en place. On est censé accélérer, ça va donc accélérer le financement. Est-ce que tout ça est bien cadencé dans le temps et est-ce que la programmation pluriannuelle en euros sonnants et trébuchants est bien prévue? Et notamment, on évoquait les recettes de la marque Abu Dhabi, donc Louvre Abu Dhabi. Est-ce que c'est prévu d'abonder au cas où? En tout cas, pour les prévisions actuelles, vous avez vu donc les prévisions qui ont été transmises à l'IGAC, mais si elles n'ont pas été retenues dans leur entièreté, oui, nous sommes dans une projection qui, par la soutarification extra-européenne et par le soutien de l'État, permet de déployer le schéma directeur de façon sécurisée dans les années qui viennent. Pardon ? Avant 2033. Avant 2033. De toute manière, nous sommes plutôt dans un phénomène d'accélération et d'intensification. Donc, voilà, plus vite nous irons, mieux ce sera. Voilà. Madame la Présidente, merci. Madame et Messieurs, merci de ces compléments d'information.